estime que les armées de Napoléon Bonaparte auraient perdu entre 400 000 et 500 000 soldats au combat, et environ 1,4 et 1,7 millions si l'on considère en plus ceux morts de faim, de froid, de maladie et autres. Le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, quant à lui, comptabilise tristement 1,1 million d'âmes assassinées. Toutefois, aussi fou que cela puisse paraître, peu comparent Bonaparte à Hitler. Pourtant, dans les deux cas, des humains sont morts sous leur commandement. Pourquoi donc Napoléon conserve son prestige historique, là où Hitler se voit dépeint comme l'antéchrist? L'un ou l'autre, ils ont commandité des tueries de masse. La question est épineuse, et il n'est pas question dans ce podcast d'en glorifier l'un ou l'autre, on marcherait sur la tête. Cependant, je veux mettre en lumière combien la considération du mal est toute subjective, combien elle nous amène à poser sur un piédestal un bourreau et présenter en mal absolu un autre. Pour cela, je vais vous demander d'écrire sur un papier, pour que vous l'ayez clairement devant vous, la question suivante. Peut-on faire volontairement le mal ? Nous allons reformuler cette question pour éclairer les points d'ombre. Et pour ce faire, attardons-nous sur chacun des termes utilisés dans la question. Peut-on signifie autrement avons-nous la capacité. Faire, c'est de l'ordre de l'action, d'agir. Le mot volontairement, quant à lui, renvoie au désir. Et je me justifierai sur ce point. Et pour finir, le mal, qui semble renvoyer à une notion communément admise, mais précise, celle de faire du mal à autrui, en contradiction avec les normes morales et sociales. Seulement, on peut noter une tension s'installer. J'ai proposé que le mot « volontairement » était associé au désir, et ce n'est pas pour rien. La volonté, c'est la capacité de choisir ou diriger son désir. Seulement, Spinoza dit dans son œuvre L'Éthique qu'on ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne, mais on la juge bonne parce qu'on la désire. Ce qui signifie que la volonté est raisonnée sous le joug du désir. Plus simplement, la volonté est influencée par le désir. Si donc le mot « volontairement » renvoie au désir, alors comment affirmer qu'accomplir un désir ne puisse servir le bonheur et donc le bien subjectif ? Tentons de répondre à cette reformulation. Lorsque je désire quelque chose, je m'imagine que son accomplissement me rendra plus heureux que je ne le suis. Comme dit un certain nombre de fois au fil des podcasts, le désir naît du manque. Et Schopenhauer disait que le manque est souffrance. Accomplir le désir vient ainsi penser cette souffrance, penser au sens de pansement. Si donc le désir a pour objet de penser une souffrance, c'est bien pour amener à un bonheur supposé, car selon Épicure, le bonheur peut se définir comme un état d'absence de souffrance, à la fois du corps et de l'âme. Par conséquent, nous croyons que l'obtention de tout objet désiré nous rendra heureux, et ce, quel que soit l'objet en question. Prenons un exemple des plus simples. L'individu qui se fume une cigarette, avant de l'allumer, a le désir qui le traverse. Il prend alors volontairement son paquet, sort une cigarette et la fume. Au moment même où le désir apparaît, il associe ce dernier au plaisir, au bonheur, même s'il semble être court dans la durée, momentané. Toutefois, nous savons fort bien que fumer, pour la santé, cause à long terme le cancer, la maladie, la souffrance. Fumer c'est mal, car fumer tue. Mais dans cet exemple précis, pensez-vous que l'objectif de l'individu est de se faire plaisir ou de se faire du mal volontairement ? Si on pousse la réflexion encore plus loin, on pourrait objecter qu'il existe des individus qui se scarifient, qui se font volontairement du mal. Mais ce serait oublier qu'ils le font à des fins psychologiques libératrices. C'est un processus exutoire pour ces derniers, et ils le font dans l'espoir d'aller mieux. En psychanalyse, on dit même qu'il s'agit d'un désir inconscient structuré.
Ainsi donc, même si l'objet du désir peut être rangé dans la catégorie appartenant à ce qui est mal, il n'en demeure pas moins qu'il rend heureux son propriétaire. Partant de cette réflexion, sommes-nous en mesure d'affirmer que Napoléon ait agi volontairement par le mal ? La réflexion sera plus choquante encore en ce qui concerne Hitler. Napoléon voulait étendre son empire pour le bien de son peuple, mais aussi et surtout pour son bien à lui, son ego, son sentiment de puissance. La satisfaction tirée de ses conquêtes est une forme de plaisir née d'un désir assouvi. Hitler, quoi qu'on en dise, était convaincu de son idéologie, et la mener à bien le conduisait forcément à une forme de satisfaction personnelle. Le plaisir qu'il en tirait était son bien à lui. Quand bien même on dirait de lui qu'il était le diable incarné, qu'il faisait le mal pour le plaisir du mal, ça n'en reste pas moins un plaisir. Il régnait dans sa tête une obsédante persuasion, celle d'une idéologie qui, si menée à bien, sauverait le peuple des difficultés de l'époque. Pour lui, ce qu'il faisait, c'était bien. Et aussi horrible soit-il, c'était bien selon sa subjectivité. Je vais calmer les ardeurs tout de suite. Il est évident qu'il faut mesurer mon exemple. J'ai fait le choix d'un exemple cru, fort, presque violent sur le propos, mais historiquement, il y a une nuance qui se doit d'être présentée, clairement. Celle qu'Hitler avait une politique explicitement génocidaire. Napoléon, non. Mais ça n'enlève rien au fait que, pour lui, aussi fou que cela puisse paraître, il le faisait sous sa vision du bien à lui. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais la subjectivité du bien a ici son ordre d'importance. Bien qu'il semble exister un bien et un mal communs à tous, nous avons, de par notre vécu, la faculté de développer notre propre perception du bien et du mal. Il y a donc ce que je pense comme bien et mal, et il y a l'adaptation que je dois en faire dans la société pour le respect de l'individu. Effectivement, ce qui est bien pour l'un ne l'est pas pour l'autre. Certains pensent nécessaire le retour de la peine de mort, d'autres l'envisagent comme une régression, une abomination. Pourtant, l'un ou l'autre envisage cette dernière sous ce qu'il considère comme bien ou mal. D'un côté, il y a celui qui pense que son retour serait une bonne chose pour dissuader plus efficacement le crime, qui pense donc que ce serait un bien pour la société. Et d'un autre côté, il y a celui qui pense, comme bien, le fait de prendre en compte la vie humaine, quelle qu'elle soit, comme légitime au droit de vie. Platon, le philosophe de la Grèce antique, disait que nul ne fait le mal volontairement, car l'âme recherche toujours ce qu'elle croit bien. En somme, lorsque quelqu'un agit par le mal, c'est surtout parce qu'il ignore ce qu'est réellement le bien. Il agit par méconnaissance du bien. Platon dirait que le bien, le vrai bien en soi, ce n'est pas de satisfaire son ego, son orgueil, par des conquêtes expansionnistes, et encore moins l'anéantissement d'une ethnie entière. Les satisfactions personnelles servent avant tout le bien propre à la personne. Or, dans l'intitulé « Peut-on faire le mal volontairement ?» il n'est pas question d'un mal personnel, interprété subjectivement, non. Ici on désigne le mal, comme un mal en particulier. Mais de quel mal s'agit-il précisément ? D'un mal propre à tous, comme une évidence, une notion communément admise. Je rejoins Platon lorsqu'il affirme que l'âme agit toujours en quête de ce qu'elle croit bien. Mais je m'éloigne de lui, sur l'idée qu'il existerait un bien en soi, une vérité universelle. Pour moi, ce qu'il appelle ignorance du bien, c'est plutôt la primauté que chacun accorde à son bien subjectif, au détriment du bien commun. Dans la société, il va sans dire que tuer c'est mal, voler c'est mal, injurier c'est mal, un tas de choses est mal. Souvent, ce qui est mal est tout de même étroitement lié à l'autre, à l'individu. Tout ce qui prive délibérément un individu de sa liberté, de sa jouissance d'être, de posséder, d'être heureux, est couramment considéré comme lui faisant du mal.
Si tout le monde agissait pour son propre bien, pour sa propre perception du bien, cela conduirait la société à l'individualisme, à l'égoïsme, à ne plus être réellement une société. Ainsi donc, au fil de l'humanité, il a été convenu que pour le bien de tous, il fallait parvenir à mettre de côté ces perceptions individuelles pour favoriser une perception commune. La société est ce qui protège l'individu de l'extérieur. C'est ce qui lui permet de maximiser ses chances de survie. Il n'a aucun intérêt à en sortir. Ce serait se mettre une balle dans le pied. Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, disait que l'homme est un loup pour l'homme, et que pour s'en prémunir, il valait mieux entrer dans une société où l'on y serait protégé. Seulement, dans sa conception philosophique, il s'agit d'une société assez autoritaire, qui demande de laisser une part importante de sa liberté individuelle à l'extérieur. Je vous épargne ici les mesures possibles selon lui en cas de désobéissance, pour que l'on puisse se concentrer uniquement sur cette idée principale que, pour que la société fonctionne, il nous faut réussir à laisser une part de notre liberté subjective de côté, pour se tourner pleinement vers le bien commun. Ainsi donc, théoriquement, tous ensemble tournés vers ce bien commun, on maximise les chances d'une société viable et sécuritaire. Si dans cette dernière, un illuminé décide de faire autrement, en n'écoutant que sa raison subjective, il représente un sérieux problème à l'ordre public. L'humain a besoin de cadre parce qu'il a besoin de l'autre pour survivre. L'espèce ne pourrait prospérer si elle était éclatée dans ses divergences. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui la société parvient à tenir. On pense que plus personne ne parvient à s'entendre, qu'on est à la limite extrême d'une nouvelle guerre mondiale, mais tout le monde est d'accord sur ce qui est bien ou mal. Seulement, on retrouve même la subjectivité du mal au sein des sociétés. Elle n'est pas exclusive à l'individu. Imaginons assez facilement une société, comme une nation, composée de millions d'hommes, tous en accord sur le même principe de bien et de mal. Puis, imaginons sa société voisine, elle-même constituée de millions d'hommes, mais avec une conception du bien et du mal qui diffère de la première société. Et les voilà en guerre. Comment trancher ? Comment définir ici le vrai bien ? Qu'est-ce que serait le vrai bien ? Et surtout, existe-t-il réellement un vrai bien ? La réalité est que, si l'homme disparaissait de la Terre, il n'y aurait pas la notion de bien et de mal en train de se balader dans l'univers. Elle est propre à l'homme, à sa bulle pensante. Donc, quand Platon dit que nul ne fait le mal volontairement, mais par méconnaissance de ce qu'est le vrai bien en soi, ça reste tout à fait discutable, puisqu'affirmer qu'il existerait un bien comme étant une vérité universelle, propre à tous, est illusoire. Ainsi donc, si le mal n'existe que pour l'homme et qu'il semble impossible de saisir le vrai bien ou le vrai mal, nous sommes obligés de le concevoir sous le regard de notre condition humaine. Partant de là, il semble impossible de faire volontairement le mal pour soi-même, car la volonté influencée par le désir nous poussera d'une manière ou d'une autre à satisfaire ce dernier. En revanche, il semble possible de faire volontairement le mal quand il ne s'agit pas de sa notion du mal à soi. Si ce que la société considère comme le mal, mais que ce dernier ne correspond pas à ma réalité du mal, eh bien, je peux alors faire volontairement le mal de l'autre, le mal tel que lui le perçoit, sans jamais penser que c'est un mal pour moi-même, un mal tel que je le conçois. Ce ne serait d'ailleurs pas même faire le mal à l'autre, étant donné que je suis convaincu qu'il ne s'agit pas du mal selon mon prisme. Prenons un exemple que m'a apporté une camarade. Celui d'une femme qui débranche sa grand-mère. Elle le fait pour le bien de sa grand-mère, pour qu'elle ne souffre plus, tout en ayant conscience que c'est un mal pour une partie de la société. Elle choisit de faire volontairement le mal qui appartient à une partie de la société pour son bien à elle et celui de sa grand-mère. Un autre exemple assez parlant est celui des limitations de vitesse. Parfois, le gouvernement modifie certaines portions de route.
les faisant passer de 90 à 80 km/h. Bien qu'on hisse le drapeau de la prévention, tout le monde sait que l'enjeu y est surtout économique. Beaucoup trouvent cela injuste, car ça les prive de circuler un peu plus vite. Et si désobéissance il y a, on touchera au porte-monnaie. Pour eux, c'est ça le mal, car c'est un mal qui touche à leurs intérêts. Pour qu'ils puissent l'accepter et se tourner vers un bien commun, encore faut-il que cela serve un minimum leurs propres intérêts. Et vous voyez donc qu'il semble difficile d'adhérer à une notion commune concernant le mal parce que nous cherchons constamment la satisfaction. Nous cherchons constamment ce qui nous arrange, ce qui nous fait du bien et non du mal. Pourtant, si l'État parvient à s'enrichir avec cette mesure, c'est aussi au profit des usagers, du peuple. Qui dit moins d'accidents, dit moins de trous dans la sécurité sociale, moins d'impôts, et ils finissent par y gagner. D'ailleurs, quand bien même on adhérerait à ce qu'est le mal selon la société, ce serait bien parce qu'on y trouve un intérêt, une caractéristique qui nous fait écho, qui vient nous satisfaire dans ce qu'on ressent comme étant bien. Nous pouvons donc volontairement faire le mal de l'autre, celui qui ne nous appartient pas, mais il nous semble être impossible de faire volontairement le mal selon sa conception subjective du mal. Oui, mais, pourrait-on m'objecter, à quoi bon alors respecter la justice ? Parce que la justice se base tout de même sur ce que la société considère comme bien ou mal. On va justement conclure par ce point. Eh bien, interrogez-vous quant à savoir si vous respectez réellement la justice pour la vertu qu'elle représente, ou si vous ne la respectez pas plutôt par crainte de ce qui arriverait si vous ne le faisiez pas. Dans la République, œuvre magistrale de Platon, est présenté un mythe philosophique, celui de l'anneau de Gygès, et qui ne sera pas sans vous rappeler une célèbre saga du cinéma. Un simple berger met la main sur un anneau qui le rend invisible, et aussitôt, l'homme tout à fait ordinaire se mue en prédateur. Il trompe, il tue et s'empare même du trône. Preuve que face à l'impunité, la justice se dérobe et la vraie nature de chacun s'expose.